Pouvons-nous alors expliquer l'acceptation en la rattachant à la reconnaissance? Peut-être bien, à condition de distinguer deux types de sincérité. Le premier consiste à s'en tenir délibérément à des standards de reconnaissance honnêtes. Le second est une franchise ou une spontanéité enfantine, qui parle sans les complications psychiques de l'autocensure. Peut-être devrions-nous commencer par cette sincérité comme spontanéité et expliquer l'acceptation comme la disposition à reconnaître spontanément. Ce qui suggère la primauté psychologique de la reconnaissance spontanée, c'est l'impression de libération que peut avoir une personne qui, ayant été privée de contextes dans lesquels elle pouvait se détendre et parler franchement, se retrouve à nouveau dans un tel contexte. Cela peut provenir du besoin qu'a l'homme d'œuvrer par des engagements normatifs en communauté. Le fait de devoir toujours parler en secret est ressenti comme une tension. La personne qui se voit placée dans cette obligation aura bientôt l'impression de perdre ses repères normatifs. Un secret constant la prive d'une communauté dans laquelle penser. Alors, nous cherchons des contextes dans lesquels détendre les mécanismes psychologiques de l'autocensure. Toutefois, l'acceptation implique davantage qu'une reconnaissance spontanée ou qu'une disposition à la reconnaissance dans des contextes sans contrainte. Elle implique de réagir à des exigences de cohérence. Une discussion normative consiste en prise de position. Même un gémissement dans la conversation plante une position. On peut alors atteindre un consensus par un mécanisme qui commence à être socratique. Les interlocuteurs dans la discussion s'astreignent réciproquement à la cohérence dans leur position et se forcent ainsi mutuellement à changer de position en dévoilant des incohérences. Donc, une personne doit prendre des positions afin de se livrer de manière responsable à une discussion normative, et ce faisant, elle s'expose à des pressions dans la direction de la cohérence. Nous pourrions dire qu'accepter une norme, c'est en partie être disposé à la reconnaître dans une discussion normative sans contrainte, ce qui résulte de l'effet qu'ont les exigences de cohérence dans les positions que nous prenons au cours de la discussion normative. Il se peut que, pour nous préparer à affronter des exigences de cohérence, il nous faille une vie imaginative forte. Une personne se livrera à une répétition en imagination en vue de la discussion normative effective. Elle s'entraînera en s'astreignant à la cohérence. Il n'est pas nécessaire que la pression pour obtenir la cohérence soit aussi forte que dans une bonne discussion philosophique, mais elle sera présente et elle peut être significative. Pourra alors sortir de cette répétition en imagination une sorte de personnalité en imagination, un jeu qui formule une position cohérente susceptible d'être adoptée dans une discussion normative. C'est alors qu'il est possible de parler le plus clairement de ce qu'accepte la personne. Il a alors une position normative élaborée qu'il est susceptible d'adopter dans des contextes sans contrainte. Pourquoi nous soumettre à ces exigences de cohérence? Nous le faisons naturellement, mais quelle pression de la sélection aurait pu nous façonner pour cela? D'après ce que j'ai dit, la réponse devrait être claire. Les exigences de cohérence sont réciproques, et ce système d'exigences mutuelles fait partie d'un procédé de coordination. C'est en partie à cause de ces exigences mutuelles qu'il y a espoir d'atteindre un consensus dans la discussion normative. Une personne refusant ces exigences doit être alors un mauvais candidat à n'importe quel type de coopération. Et dans la vie des hommes, la coopération est vitale. Donc, se tenir prêt à se lancer dans une discussion normative améliore l'ajustement ainsi que le fait en conséquence d'accepter les exigences de cohérence qui font partie de l'ensemble. Bref, l'état d'acceptation d'une norme s'identifie par la place qu'il occupe dans un syndrome de tendance à l'action et à la reconnaissance. Syndrome produit par le système de coordination pénétré de langage qui est particulier aux êtres humains. Le système œuvre par la discussion de situations absentes et il permet les réglages délicats de la coordination que demande la vie sociale de l'homme. Le syndrome qui manifeste l'acceptation d'une norme incorpore la discussion normative et la régie normative. Dans cette discussion normative, dans des contextes sans retenue, on tend à reconnaître la norme, on tend à être influencé par les reconnaissances des autres et à être réceptif à leurs exigences de cohérence. La régie normative par la norme est la tendance à s'y conformer. L'acceptation d'une norme, c'est tout état psychique, si tant est qu'il en existe un, qui donne naissance à ce syndrome de reconnaissance de la norme et de régie par celle-ci. Qu'en est-il alors de la distinction entre l'acceptation d'une norme et son intériorisation? L'acceptation d'une norme, nous la réalisons avant tout dans le contexte de discussion normative, réelle et imaginaire. Nous prenons des positions et nous nous exposons par là à des exigences de cohérence. La discussion normative d'une discussion influence l'action et l'émotion dans des situations similaires.
C'est alors que nous pouvons parler des normes comme régissant l'action et l'émotion, et c'est par cette régie que la discussion normative sert à coordonner. De même, l'intériorisation d'une norme est affaire de coordination, de propension, mais les propensions sont de type différent. Elles opèrent indépendamment d'une discussion normative. Acceptation, action, persuasion. La fonction biologique essentielle de la discussion normative est la coordination. Une discussion normative permet les entreprises en commun et régule les termes de réciprocité, aussi bien les concessions amicales des aventures de coopération que les confrontations hostiles avec leurs menaces et leurs retenues mutuelles. Pour qu'un tel mécanisme fonctionne, il faut deux choses, des tendances au consensus et la régie normative. La discussion normative doit tendre à ce que tous acceptent les mêmes normes, et l'acceptation des normes doit tendre à guider l'action. Les pressions de la sélection n'ont pu développer et maintenir ces tendances que si dans un contexte où d'autres avaient de telles tendances, les posséder nous-mêmes améliorer notre ajustement. En d'autres termes, il fallait que les tendances constituent une stratégie stable d'un point de vue évolutionnaire. Je me base dans mon argument sur la théorie évolutionnaire et la condition humaine en général, mais les psychologues ont construit un vaste corpus expérimental qui devrait influencer le sujet. Ce sujet est la théorie de l'attitude. Sous la forme qu'elle a prise chez Newcomb, la théorie de l'attitude passe sur certaines des distinctions que je suppose décisives. En particulier, on ne distingue pas entre intérioriser une norme, au sens que je donne à ce terme, et l'accepter. Les auteurs parlent de règles à peu près de la manière dont je parle de normes. Le terme de norme, proprement dit, est utilisé très différemment par eux, et puisque leur usage ou quelque chose qui s'en approche est très répandu, le lecteur devrait être prévenu de la différence. Selon mon interprétation de Newcomb, une norme est une règle dont l'acceptation est commune à un groupe. La règle est acceptée largement et l'on sait même ce que j'appelle intériorisation. Pourquoi cela serait-il possible? D'abord, la régie normative. Les liens qui rattachent la reconnaissance à l'action doivent être complexes. Les anthropologues nous mettent en garde contre l'absence de critique dans la lecture des normes que les gens reconnaissent comme décrivant leur comportement. Et le sens commun conforte cette mise en garde. Il doit bien pourtant y avoir un lien entre reconnaissance et action, ou bien toute cette affaire de coordination que j'ai racontée n'aurait aucun fondement. Il me faut donc ébaucher un tableau qui admette la variété que l'on trouve dans la vie des hommes, avec sa motivation normative authentique, ainsi que son hypocrisie et ses argumentations intéressées. Chang, 1932, a étudié une communauté méthodiste dont les membres s'affirmaient en public hostiles aux jeux de cartes, au tabac et à l'alcool. Chang s'est aperçu qu'un certain nombre d'entre eux fumaient, buvaient ou jouaient aux cartes en secret, chacun croyant être le seul qui eut l'idée d'agir ainsi. Les pressions de la sélection ont façonné notre propension à nous en conformer aux normes ainsi qu'à les violer, et ces pressions ont dû être diverses. D'un côté, comme je l'ai souligné, nous avons beaucoup à gagner de la coordination de nos actions et de nos attentes avec celles des autres. Cette coordination se développe si nous acceptons les normes qu'acceptent les autres et que nous agissons selon ces normes. Toutefois, des pressions en sens inverse devaient naître des gains qui se produiront si nous reconnaissons une chose tout en faisant une autre. Chez un animal dont la reproduction dépend d'une vie sociale complexe, ces pressions opposées ont bien pu façonner des mécanismes psychiques subtils et compliqués, des mécanismes aussi subtils et compliqués que ceux que nous observons. Nous pouvions alors nous attendre à ce que les normes qu'accepte une personne aient tendance, mais une tendance mitigée, à contrôler ses actions. Ces questions ont besoin d'être étudiées davantage. Il y a eu ces dernières années une vaste littérature économique sur les structures qui suscitent une révélation sincère de leur préférence de la part d'agents rationnels au sens instrumental. Cette question est parallèle à la question que je posais. Une reconnaissance normative révèle-t-elle une motivation normative forte et authentique? Le bluff, la révélation inexacte de nos intentions, est étudié par Maynard Smith et Parker, 1976. Maynard Smith, 1982, traite des analogues biologiques de l'honnêteté, de la négociation et de l'engagement. Indiquer honnêtement des motivations pose des problèmes qui ne posent pas le fait d'indiquer honnêtement des ressources. Certains modèles d'interaction animale autorisent une indication honnête de l'intention, d'autres non. Ainsi, la règle normative est comme la régie politique. L'État ne prévaut pas toujours. Ce qu'un État commande n'est pas invariablement fait par les gens. D'un autre côté, ce que commande un État influence dans une certaine mesure ce que font les gens, ou bien ce n'est pas un État.
De même, la régie normative ne prévaut pas toujours, mais elle a une influence sur ce que font et ressentent les gens. Jusqu'à maintenant, j'ai postulé le consensus et j'ai demandé comment il pouvait y avoir des pressions de la sélection vers la régie normative. Je demande à présent l'inverse, la régie normative étant donnée, qu'est-ce qui pourrait donner naissance au consensus? Au sens large, ma question est de savoir si les tendances dont je suppose l'existence pourraient exister dans un équilibre évolutionnaire. Chacune de ces tendances se maintiendrait-elle en présence des autres? Supposez à présent que l'action tende à devenir équivalente à la reconnaissance. Un ensemble de dispositions tendant au consensus serait-il stable d'un point de vue évolutionnaire? Existe-t-il des dispositions productrices de consensus qui amélioreraient l'ajustement de l'individu si les gens à qui celui-ci a affaire ont les mêmes dispositions? Pour engranger des gains d'une discussion normative, il faut à la fois une certaine fermeté et une certaine capacité à se laisser persuader. Sans cette capacité, il ne saurait y avoir de consensus. Une personne absolument incapable de se laisser persuader tirerait peu de profit d'une discussion normative, à moins d'être entourée de gens qu'il soit tout à fait facile de persuader. Cette personne serait un bien mauvais candidat pour une vie sociale de coopération. Elle risquerait l'ostracisme. Toutefois, il serait coûteux aussi d'être un béni oui-oui dans la discussion. Si l'on manifestait une disposition à se plier à toutes les exigences quelles qu'elles soient, tant qu'elles sont formulées au nom des normes putatives, on s'exposerait à la manipulation. Donc, ce qui pourrait être avantageux, c'est une tendance à graviter vers les normes de ceux qui nous entourent, associée à la fermeté, à de la fermeté pour nous en tenir aux normes que nous avons précédemment acceptées. On a fait de vastes recherches expérimentales sur l'influence et la persuasion. On peut même influencer les perceptions et les croyances. Sheriff, 1935, avait recours à une illusion de la perception et a trouvé des sujets extrêmement influençables. Dans une pièce obscure, une tache de lumière a l'air de bouger de quelques centimètres. Quand les sujets pensent que le mouvement est réel, leur estimation de l'amplitude du mouvement est fortement influencée par les jugements exprimés par d'autres. Hatch a trouvé qu'il y aurait une minorité de sujets qui ne se fieraient pas à leur propre jugement de longueur, jugement réalisé par ailleurs de manière exacte. Si cette complice de l'expérimentateur mêlée au vrai sujet s'accordait à trouver un résultat différent, l'effet se trouvait grandement diminué si l'un des comparses donnait la réponse correcte, quand même tous les autres tombaient sur une mauvaise réponse, sur un changement d'attitude. Les changements réalisés en laboratoire tendent à être faibles, mais les changements dans les mœurs peuvent être forts. Il est beaucoup plus courant de changer de comportement après une discussion entre pairs qu'après un sermon. Ce juste milieu de fermeté et de capacité à se laisser persuader ne doit pas être la seule force qui façonne les normes. Si c'était la seule, il n'y aurait rien pour rendre les normes qui se dégagent de la discussion le moins du monde sensibles aux besoins des gens. Les gains de la sociabilité pourraient être effacés par le prix de l'acceptation de normes débilitantes. Nous devrions donc nous attendre à ce qu'une personne soit sensible non seulement aux avantages que possède une bonne coordination de ces normes avec les normes qui l'entourent, mais aussi aux autres manières de tirer profit des normes ou d'en payer le prix. La reconnaissance produit de multiples profits et nous en payons le prix de manière multiple. Ces pressions pourraient susciter en réaction des propensions complexes à la discussion normative. La reconnaissance influence ce qu'accepte un public et elle influence l'attente qu'ont les autres quant à nos actions et leurs attitudes à notre égard. Parce que nos reconnaissances influencent ce qu'acceptent les autres, des argumentations intéressées seraient parfois rentables, à tout le moins quand elles ont une chance d'être convaincantes. D'un autre côté, des argumentations qui sont intéressées d'une manière trop criante peuvent nous discréditer en tant que partenaires dans le cadre d'une vie coopérative. Pas aussi complètement toutefois que si nous affichions notre indifférence pour tous les hommes, pour toutes les normes. Si l'on considère les points de vue qui façonnent la nature humaine, il est souvent possible que la meilleure solution pour une personne soit de professer son adhésion aux normes qui peuvent attirer les autres, tout en les infléchissant un peu en sa faveur. Pourtant, les argumentations intéressées seraient vaines si personne n'avait jamais tendance à accepter des conclusions normatives, allant contre certains de ses intérêts. L'importance de la coordination explique pourquoi c'est souvent avec sincérité que nous acceptons des normes. Gulliver, 1973, rapporte le cas d'une négociation chez les Arusha de Tanzanie et étudie le rôle des appels intéressés à la norme. Au minimum, il semble que les êtres humains éprouvent le besoin de justifier leurs actions et de les expliquer ou de s'en expliquer. Deux extrêmes sont à éviter également. Dire que tout est contrôlé par des normes et des règles et dire qu'elles sont sans importance et que c'est le plus fort qui a raison. Aussi, Nash, 1970,
pour une transcription fascinante d'une procédure judiciaire traditionnelle chez les Mayas. Parler ainsi constitue bien sûr une caricature d'aspect important de la vie humaine, mais cette caricature est familière. Et même à travers la caricature, nous voyons bien à quel point le discours sur les normes est central dans la vie des hommes. Les formes de vie dépeintes par la caricature seraient impossibles sans l'interaction complexe de l'action, du sentiment et de la reconnaissance dans la discussion normative. J'ai supposé des mécanismes psychiques façonnés dans le cours de l'évolution humaine par les pressions de l'avantage dans la reproduction. Toutefois, les mécanismes proprement dits ne sont pas du tout d'un égoïsme total. Notre souci des normes et de leur validité est intrinsèque, de même que le souci qui nous pousse à savoir si nous et les autres nous acceptons ces normes et nous nous y conformons. Bien sûr, un calcul intéressé pourrait en principe remplir les diverses fonctions que j'ai représentées, mais ce ne serait probablement pas de manière aussi fiable que ne le font nos tendances générales et nos préoccupations intrinsèques, qui sont plus simples, ou bien si l'on pouvait obtenir assez de fiabilité. Celle-ci pourrait coûter cher. Un calcul fiable pourrait exiger en effet trop d'activité neuronale. Je ne suis pas en train de suggérer que les motifs qui poussent une personne à l'action ou à la reconnaissance doivent consister essentiellement dans les types de gains ou de pertes que je viens d'énumérer. Dans de nombreux cas, par exemple, il se peut qu'une simple intégrité encourage mieux la reproduction qu'une honnêteté dont un savant calcul nous aurait montré quelle était la meilleure politique. C'est plutôt que les gains et les pertes que je mentionne pourraient être à la source des pressions qui ont façonné la psyché humaine au cours de l'évolution, menant dans certains cas à la simple intégrité et dans d'autres à l'auto-illusion ou à une habileté dépourvue de principe. Nous pouvons trouver dans ces pressions de la sélection des indices qui nous mettront sur la trace des mécanismes psychiques produisant la diversité de caractères que nous constatons. Le meilleur moyen de traiter les questions dont je viens de parler serait l'élaboration soigneuse de modèles mathématiques. Un bon modèle nous permettrait de voir les conditions qu'il aurait fallu réaliser pour que se développe un complexe de tendances normatives que l'on puisse reconnaître pour humain. Ce que je viens de faire en réalité, c'est spéculer sur ce que seraient quelques-uns des éléments d'un bon modèle. Il serait particulièrement important de comprendre des cas réels de changement normatif d'une société de la manière que je propose comme le résultat de l'interaction de propensions normatives individuelles. Certaines études existantes correspondent plus ou moins à ce programme. Brandt, 1954, parle de changement normatif chez les Hopis, et ce qu'il raconte semble assez clairement mettre en scène des mécanismes individuels d'adaptation. Rappaport, 1979, parle de la sanctification comme manière de certifier les désengagements et de la désanctification comme réaction d'adaptation à l'oppression. Son approche me suggère l'interaction d'adaptation individuelle, quoique ce qu'il raconte ne prenne pas cette forme explicitement. Ce qu'il convient de mettre sous forme de modèle, c'est un paysage de mécanismes psychiques façonnés par des pressions complexes. Ces mécanismes seront conçus pour réagir grossièrement à des indices sur les types de stratégies rentables selon divers types différents de contextes, rentables en termes de reproduction. Or, un des éléments cruciaux dans plusieurs de ces stratégies sera la coordination, et l'une des manières d'obtenir la coordination, c'est par le biais d'une discussion normative. Cela exige deux choses, régie normative et consensus normatif. L'un des deux sera souvent rentable si l'autre est présent. Ils peuvent signifier un équilibre évolutionnaire. Nous pourrions donc nous attendre à ce qu'une tendance mitigée fasse ce que disent de faire les normes que nous acceptons. C'est cela que je désigne par l'expression régie normative. Nous pourrions espérer des mécanismes qui tendent vers le consensus dans une discussion normative. Je propose en premier lieu une combinaison délicate de fermeté et de capacité à se laisser persuader, et en second lieu une certaine faculté à répondre aux exigences de cohérence. Cependant, il ne peut s'agir là des seules pressions qui façonnent notre nature normative. Nous réagissons aux gains et aux coûts différents qu'offrent des normes différentes. Nous sommes sensibles au salaire de l'hypocrisie, de même qu'à la récompense de la fidélité. Nous pourrions nous attendre à des changements d'orientation psychique déclenchés par des indications selon lesquelles telle ou telle stratégie promet de meilleures perspectives de reproduction. Ces mécanismes psychiques sont donc façonnés par un avantage en termes de reproduction, mais ils ne relèvent pas du tout d'un égoïsme total. Moyennant quelques indications, le souci intrinsèque pour les questions normatives a été le moyen le plus économique et le plus fiable qu'ait trouvé l'évolution pour promouvoir la reproduction des gènes d'une personne. La discussion normative et la philosophie. Le tableau que je viens d'esquisser est à quelques égards familier. C'est le tableau de facultés mentales pouvant entrer en conflit.
Il est vrai que les états et les processus psychiques que j'ai décrits, l'acceptation de normes et le contrôle normatif de l'action et de l'émotion, ne rentrent pas exactement dans les catégories psychologiques traditionnelles que sont la cognition, l'affect et la conation. Toutefois, les capacités en cause rentrent bien dans la conception traditionnelle de la faculté de raison. Elles impliquent l'usage du langage, les exigences de cohérence et une régie limitée de l'action et de l'émotion. D'ailleurs, cette dernière pourrait bien être ce que les spécialistes en psychologie appellent parfois contrôle rationnel. Or, puisqu'il y a une telle affinité entre ce discours traditionnel sur la raison et le contrôle rationnel, et mon propos sur les capacités normatives et le contrôle normatif, je devrais souligner pourquoi je ne me suis pas senti en mesure pour ma part d'appeler raison la faculté de contrôle normatif, ou à utiliser le mot rationnel quand je voulais dire dicté par la faculté de contrôle normatif. J'ai évité ces termes parce qu'ils sont normatifs aussi bien que descriptifs. Si je devais parler de contrôle rationnel, je serais bien en peine d'éviter la suggestion que ce qui se fait sous contrôle rationnel est rationnel au sens normatif, que c'est quelque chose qu'il est vraiment censé de faire. De même, encore qu'il me serait possible de parler d'une faculté de raison, il serait difficile de le faire sans paraître approuver comme raisonnable tout ce que fait cette faculté. Le terme rationnel, tel que je l'emploie, exprime l'approbation. Il n'existe pas de faculté de l'homme dont je souhaite approuver dans tous les cas ce qu'elle prononce, et ainsi je ne considère pas comme toujours rationnel ce que prononce une faculté humaine, même dans le cas de cette faculté de régie normative. Il est possible qu'une personne accepte des normes peu judicieuses, ou même délirantes, si elle agit selon ces normes à l'encontre de toutes ses autres motivations. Alors la régie normative a prévalu, mais sa conduite n'est pas rationnelle. Il serait certes trompeur d'appeler faculté de raison le système de contrôle normatif, mais on pourrait commodément appeler ce système la faculté de raison putative. S'il existe une telle faculté, s'il faut comprendre l'acceptation d'une norme par une personne comme le signe que la norme joue un rôle, un type de rôle particulier dans le fonctionnement de cette faculté, alors d'après l'analyse que j'ai proposée, voici le lien entre la rationalité et ce que prononce la raison putative. Si la faculté de raison putative d'une personne lui permet quelque chose, c'est que la personne croit que cette chose est rationnelle. Prenez la destruction suicidaire par Samson du temple des Philistins. Si la faculté de raison putative enjoint à Samson de détruire le temple, alors pour sa part, Samson pense que son acte est vraiment requis d'un point de vue rationnel. Cela ne règle pas la question de savoir si l'acte est vraiment requis d'un point de vue rationnel. Et d'ailleurs, rien de ce que j'ai dit ici ne règle ce problème de contenu, sans qu'elle contredise quoi que ce soit ce que j'ai dit. Dalila peut très bien croire à la fois que la faculté de raison putative de Samson lui enjoint de détruire le temple et que la destruction du temple par Samson est irrationnelle. Cette opinion d'irrationalité résulte de l'activité de sa faculté de raison putative à elle. Elle lui enjoint de ne pas détruire le temple dans la situation de Samson. Quand nous essayons de décider ce qui est rationnel, nous mettons en œuvre nos capacités normatives pour essayer de décider quelles normes nous devons accepter. C'est ce que nous faisons dans une discussion normative réelle et en imagination. Quand nous prenons des positions, nous assujettissons à des exigences de cohérence et subissons une influence mutuelle. Ces paroles devraient nous dire quelque chose de la nature de la philosophie, la continuité entre la discussion philosophique et la discussion ordinaire, et souvent avec la discussion normative ordinaire. Ce type de discussion normative qui fait partie de toute vie humaine. L'éthique philosophique est une enquête normative sur la conduite et nous pouvons nous représenter diverses autres branches de la philosophie sous la forme d'une enquête fondamentale sur d'autres types de normes. Par exemple, l'épistémologie est une enquête sur les normes de l'opinion. Bien sûr, une enquête philosophique a souvent un objectif unique, qui n'est pas le cas pour la plupart des discussions normatives. Une discussion normative est très peu philosophique, quand la confrontation entre des systèmes normatifs concurrents est faible. Horton, 1970, parle de ce point dans son opposition de la pensée africaine traditionnelle avec la pensée scientifique. Les cultures traditionnelles sont fermées, suggère-t-il, au sens où il n'y a pas conscience développée d'un autre choix par rapport au corpus établi des dogmes théoriques, tandis que dans les cultures à orientation scientifique, une telle conscience est hautement développée, d'où vient que dans les sociétés traditionnelles,
Nous contestons des dogmes établis et est une menace de chaos, le péril d'un gouffre cosmique qui suscite pour cette raison une violente angoisse. Ceci devrait s'appliquer également à la pensée normative traditionnelle par opposition à la pensée normative philosophique, où de tels choix par rapport à des dogmes établis sont recherchés et testés. Pensez encore à Socrate. La philosophie est une discussion normative, mais une discussion normative poussée jusqu'à des profondeurs extraordinaires. 5. La logique normative. Dans le paragraphe qui suit, j'utilise le terme de logique au sens large. J'ai pour objectif d'énoncer de façon plus explicite l'analyse normativo-expressiviste et d'en corriger quelques-uns des défauts. Voici quelle était la première formulation grossière de cette analyse. Qualifier de rationnel un acte, une opinion ou une émotion, c'est exprimer notre acceptation d'un système de normes qui permet cette qualification. Il faut en dire beaucoup plus. Dans le dernier chapitre, j'ai soutenu la réalité psychologique de l'état d'esprit d'accepter un système de normes. Cependant, je n'ai pas dit grand-chose jusqu'à maintenant sur ce qu'était censé être un système de normes. Il reste de nombreuses questions. Comment pouvons-nous parler de système de normes et de leurs propriétés? Qu'est-ce qu'exprimer notre acceptation d'un système de normes et en quoi consiste pour un système de normes de permettre ou d'exiger quelque chose? Que peut-on dire de la structure des systèmes de normes? En quoi cela consiste-t-il pour une norme de l'emporter sur une autre norme ou de l'effacer? Et puis aussi, comment pouvons-nous tirer de problèmes d'information? Virtuellement, dans tous les contextes, il y a des choses que le sujet ne connaît pas et des choses que l'observateur ne connaît pas. Comment l'analyse traite-t-elle cette ignorance? Enfin, au moins à un égard et crucial, l'analyse est tout simplement inadéquate en l'état. Elle dit ce que c'est que qualifier une chose de rationnelle directement, mais pas ce que c'est de dire des choses plus complexes sur la rationalité. De dire par exemple que Cléopâtre fait souvent des choses irrationnelles. Dans un tel enchâssement contextuel, que veut dire le terme rationnel? Des problèmes de ce genre pourraient remplir un livre très technique. J'essaye dans ce paragraphe de garder les choses techniques à un niveau minimal, ce qui fait que ce que je dis est forcément fragmentaire. Cependant, j'essaye d'en dire assez pour qu'on voit clairement comment l'on pourrait compléter l'explication technique. Et à part la première section, le lecteur qui n'est pas rongé par ses doutes fera aussi bien de sauter ce paragraphe. L'expression d'un état d'esprit. Qu'est-ce qu'exprimer notre acceptation d'un système de normes? J'ai souligné que ce n'était pas dire que nous acceptons le système. Nous avons ici la même opposition que dans le cas de l'expression d'opinion, de fait simple et direct. Soit Cléopâtre qui dit « la flotte d'Antoine dépasse en nombre celle de l'ennemi ».